Merci. Nous allons continuer à évoquer les questions d'intersectionnalité ou d'imbrication entre différents critères de discrimination, mais dans une optique cette fois juridique et non plus sociologique, avec l'intervention de Ilham Kombila, qui est docteur en droit public de l'Université de Paris-Est-Créteil. Et l'intervention s'intitule « L'approche intersectionnelle de la discrimination, exemple d'une égalité contextualisée ». Je vous remercie. Alors, je remercie les organisateurs du colloque de me permettre de vous présenter mon étude aujourd'hui. C'est une étude qui rentre dans le cadre d'une recherche collective qui a été effectuée par l'Université de Nanterre. Il s'agissait de s'intéresser à la lutte contre les discriminations à l'épreuve de son effectivité. Et mes recherches personnelles se concentrent plus particulièrement sur le contrôle qui est effectué par le juge en matière de droit antidiscriminatoire et d'évaluer plus particulièrement la possibilité d'introduction d'un contrôle contextualisé dans le cadre de discrimination intersectionnelle en France, en comparant notamment les exemples canadiens avec les exemples possibles en droit français. Donc, comme beaucoup d'entre vous le savent aujourd'hui, le terme intersectionnel a émergé aux États-Unis dans les années 80. Et l'idée, à l'époque, était de dénoncer l'absence de prise en compte de la singularité des discriminations dont souffraient, que subissaient les femmes noires. Leur situation était en fait à l'intersection entre plusieurs axes de domination. Et cette particularité était complètement éludée par les mouvements politiques, les politiques également publiques, féministes ou antiracistes. En fait, l'approche intersectionnelle est à la base critique. C'est la critique d'une traduction juridique unidimensionnelle des rapports sociaux. Et afin de mieux saisir juridiquement ces discriminations spécifiques quand elles sont intersectionnelles, la doctrine juridique a dégagé une typologie des différentes discriminations multiples et ou intersectionnelles. Donc une discrimination multiple, c'est une discrimination qui est fondée sur plusieurs motifs de discrimination, par exemple le sexe et la race. Une discrimination multiple peut être une discrimination successive. Une personne va d'abord être discriminée parce qu'elle est une femme et qu'elle est enceinte, et ensuite, dans sa carrière, elle va être discriminée parce qu'elle est représentante syndicale, par exemple. Les discriminations multiples peuvent être successives, mais elles peuvent aussi être intersectionnelles, et à ce moment-là, les critères sont interdépendants, ils interagissent les uns avec les autres. Cette prise en compte de la discrimination multiple ou intersectionnelle existe outre-Atlantique. Progressivement, le droit de l'Union européenne a allongé la liste de motifs de discrimination prohibés et a commencé à incorporer le concept de discrimination multiple ou de multidiscrimination. Ce sujet de la discrimination multiple ou intersectionnelle fait l'objet d'un rapport publié par la Commission européenne en 2007. Et il figure également dans les conclusions du Sommet européen pour l'égalité en 2008. En 2011, l'Agence européenne des droits fondamentaux publiait également des conclusions concernant la discrimination multiple. Devant les juridictions européennes, les requérants soulèvent également depuis 2012 des cas de discrimination multiple. Mais ces évolutions confrontent le droit français et son approche contentieuse, notamment sur le fait que le droit français comporte des freins à l'introduction d'une analyse ou en tout cas d'un contrôle juridictionnel qui prendrait en compte ces discriminations multiples ou intersectionnelles. En France, les discriminations multiples peuvent être prises en compte par le juge, mais le droit va favoriser une analyse des discriminations qui va être successive. Donc le juge va pouvoir prendre en compte une juxtaposition de discriminations qui se suivraient. Ce réductionnisme du droit antidiscriminatoire va en fait poser comme intrinsèque la caractéristique qui est à l'origine de la discrimination. C'est une utilisation rigide des motifs de discrimination qui, en fait, voile les processus sociaux qui sont à l'œuvre et qui sont donc cachés derrière les discriminations telles qu'elles sont présentées. Or, c'est cet essentialisme de l'analyse qui fait l'objet des principales critiques des féministes, notamment américaines, qui plaident pour une approche intersectionnelle. Il y a en fait une tension fondamentale entre deux conceptions du droit antidiscriminatoire.
D'une part, une conception moderne du droit antidiscriminatoire qui contraint les plaignants à fixer leur expérience dans des catégories isolées et prédéterminées par le droit. La discrimination est représentée en fait comme émanant d'une caractéristique intrinsèque à l'individu, comme sa race, son sexe ou toute autre caractéristique, mais elle n'est pas conçue comme le produit des rapports sociaux. D'un autre côté, la perspective intersectionnelle demande une prise en compte de ces rapports sociaux. Elle demande de donner une voie juridique à la reconnaissance de la complexité des rapports sociaux. Le problème, en fait, ne tient pas véritablement au motif de discrimination, mais bien à une conception naturaliste et objective qui occulte les problématiques sociales, les processus sociaux producteurs de catégories. Donc, comment dépasser les freins à l'application d'une approche intersectionnelle en France? Comment agir pour une égalité contextualisée? Afin de répondre à cette question, je vous présenterai tout d'abord les leviers qui s'offrent au droit français concernant les conceptions de la lutte contre les discriminations, et dans un second temps, je vous présenterai les leviers qui sont ouverts aux autorités de lutte contre les discriminations. Concernant tout d'abord les conceptions de la lutte contre les discriminations, pour le juge canadien, l'égalité doit être substantielle et est conçue comme un droit à la promotion d'une opinion favorable sur soi-même. C'est-à-dire que le droit doit permettre à un individu de se voir protéger son estime de soi, de se voir garantir sa dignité. Le juge est là en fait pour réduire la pression que le groupe social dominant va faire peser par le biais d'une norme, par exemple, la pression qu'il va faire peser sur l'individu pour qu'il puisse s'élever à sa dignité. La Cour suprême, notamment, a une conception de l'égalité de traitement qui conduit à prendre en compte, par exemple, le sentiment discriminatoire. Je cite, ce sentiment discriminatoire, au sens de la garantie d'égalité, la dignité humaine n'a rien à voir avec le statut ou la position d'une personne dans la société en soi, mais elle a plutôt trait à la façon dont il est raisonnable qu'une personne se sente face à une loi donnée. Donc cette approche contextualisée qui prendrait en compte le sentiment discriminatoire n'apparaît absolument pas dans la bouche des juges français. On la retrouve timidement devant les juridictions européennes, devant la juridiction de la Cour de justice de l'Union européenne, et elle prend alors la forme d'une évaluation des justifications d'une mesure discriminatoire. L'avocat général, notamment dans l'affaire Léger concernait le don de sang des hommes homosexuels et bisexuels qui ne peuvent pas donner leur sang en vertu d'une exclusion permanente du don de sang. Donc, face à cette situation, l'avocat général auprès de la Cour de justice affirme que le sentiment discriminatoire doit permettre d'évaluer la justification de ce type de discrimination pour dire si elles sont ou non contraires aux droits de l'Union. Il estime, je cite, que le sentiment d'exclusion, pour des raisons tenant à la vie privée, doit être mis en balance avec l'intérêt supérieur de la protection de la santé des receveurs. Donc cette démarche contextualisée, basée sur le sentiment, peut paraître prometteuse parce qu'elle permet le développement d'une logique autre qu'une logique catégorielle. Toutefois, il faut rester vigilant parce que si cette solution est consciente d'un vécu discriminatoire, le raisonnement qui l'accompagne n'est pas exempt de toute critique. Il repose sur des considérations subjectives et sur des considérations subjectives qui peuvent paraître conjoncturelles et donc évidemment relatives. Ce faisant, la loi peut difficilement atteindre son objectif de généralité et d'égalité. Cette critique et cette vigilance est contrebalancée finalement par la critique intersectionnelle qui critique elle-même l'égalitarisme et la notion d'égalité formelle. La loi s'applique également sans discrimination entre les caractéristiques personnelles.
Mais finalement, l'introduction d'une approche contextualisée devant les juridictions françaises supposerait le passage d'une vision formaliste, universaliste du droit à une vision substantialiste. Or, l'optique substantialiste considère que le monde juridique est un lieu de reproduction des inégalités sociales. Il est en fait traversé par l'idéologie. Et par conséquent, pour pouvoir mettre en place ce type d'approche en France, il faudrait un véritable regard autocritique porté sur le système judiciaire français. Et l'introduction de l'approche intersectionnelle suppose de ne plus voir le juge français comme un arbitre juste et impartial qui serait complètement détaché des conflits sociaux et des rapports de pouvoir. Donc, au regard de l'approche intersectionnelle intrinsèquement critique, les cadres juridiques français maintiennent un système reproducteur d'inégalités sociales. Malgré ce constat pessimiste, certains changements se dessinent, notamment en provenance des autorités de lutte contre les discriminations. Voyons donc maintenant quels sont les leviers qui s'offrent aux autorités de lutte contre les discriminations. Tout d'abord, la formulation d'une liste ouverte de motifs de discrimination est déjà un premier pas, puisqu'elle permet de considérer qu'il peut y avoir des discriminations multiples. L'existence également d'une autorité unique de lutte contre les discriminations qu'est le défenseur des droits est un avantage pour permettre aux requérants, ou en tout cas aux personnes qui s'estiment victimes de discriminations multiples, de faire valoir cette multiplicité ou cette intersectionnalité devant une seule institution. Toutefois, à la différence du Canada, cette autorité qui est le défenseur des droits est certes indépendante, mais ne dispose pas d'un pouvoir de contrôle juridictionnel égal à celui des tribunaux. En dépit de cet obstacle, l'attention portée sur l'enjeu de l'égalité intersectionnelle au niveau de l'Union est quand même indéniable. Cette percée de l'intersectionnalité accélère son intégration dans les discours juridiques et les discours aussi juridictionnels relatifs aux luttes contre les discriminations. Mais ce discours n'est pas formulé avec le même impact au sein des juridictions françaises quand on le compare aux juridictions canadiennes, notamment en raison d'un manque de publicité des débats, mais également d'un manque de pédagogie des juridictions françaises. Ici, en fait, c'est la conception du cadre institutionnel et juridictionnel de la lutte contre les discriminations qui est un frein à la prise en compte de l'intersectionnalité. Au Canada, c'est bien la possibilité de formulation, notamment dans des avis dissidents, qui a permis de soulever la question juridique de l'intersectionnalité. Or, devant les juridictions françaises, les avis dissidents ne sont pas ouverts à la communication. Et plus largement, en fait, la logique propre aux ordres de juridiction français limite considérablement la formulation d'un raisonnement détaillé qui est nécessaire en cas d'intersectionnalité. Par exemple, concernant la Cour de cassation, l'objectif, quand cette Cour a été mise en place, était d'en faire l'instrument du législateur. La Cour de cassation est là pour dire le droit tel que le législateur le ferait face au juge. Donc en fait, elle doit être plus comprise que convaincante, et son autorité vient davantage de son statut que du détail de son argumentation. Le laconisme du contrôle juridictionnel emprunte en fait à la loi son caractère souverain. Et cette sobriété est plus facilement généralisable dans l'ensemble des juridictions. Elle permet une unification du droit et une égalité des citoyens devant la juridiction. Donc, quand une discrimination, un cas d'espèce soulève une discrimination fondée sur plusieurs motifs, ce qu'on voit devant les juridictions, c'est qu'il n'y a aucun travail d'explicitation qui est fait. Le raisonnement, en fait, n'est pas véritablement formulé. Mais pourtant, malgré son apparente simplicité, le juge a bel et bien opéré un choix qui dépend d'une évaluation des différents intérêts en jeu.
Et si elle était explicitée, cette évaluation pourrait prendre en compte le contexte social et l'existence d'une intersectionnalité. Cette précision, cette énonciation du raisonnement permettrait sans doute également de renforcer l'autorité statutaire de la juridiction et de légitimer le choix qui a été opéré dans un cas de discrimination intersectionnelle. Donc en pratique, les plaintes qui sont portées devant les tribunaux et les réclamations qui sont soulevées devant le défenseur des droits privilégient souvent un seul motif de discrimination, celui qui va permettre d'obtenir gain de cause. Mais s'il ne dispose pas d'une autorité juridictionnelle, le défenseur des droits va utiliser une analyse contextualisée afin notamment de déterminer la preuve d'une discrimination intersectionnelle. Un exemple significatif de cette démarche se retrouve dans une affaire qui concernait plusieurs cas de harcèlement sexuel. En l'espèce, le harcèlement sexuel était combiné ou interrelié à des discriminations en raison de l'origine ethnique. Il s'agissait là d'un cas de harcèlement chez un prestataire de services de la SNCF. Donc, afin de prouver qu'il y avait un environnement de travail propice à la survenance du harcèlement, le défenseur des droits avait commandé une étude en sciences sociales et la chercheuse Nathalie Benelli a expliqué que le nettoyage, je cite, est littéralement et symboliquement un sale boulot. Il est traité comme secondaire par rapport aux activités économiques principales d'une organisation. C'est une activité féminine par excellence, car proche du travail domestique non rémunéré. Le nettoyage cumule toutes les caractéristiques d'un travail dévalorisé et dévalorisant, généralement assigné aux femmes et aux immigrés, peu ou pas qualifiés. De plus, elle affirme que le cumul d'un sale boulot féminin structuré par les rapports de domination entre femmes et hommes et une situation professionnelle marquée par la contingence et la précarité économique des salariés crée un contexte propice au harcèlement sexuel. Or, en l'espèce, dans ce cas, les postes d'ouvriers d'encadrement sont en fait presque tous occupés par des hommes. Ce sont donc essentiellement des femmes immigrées qui subissent les cas de harcèlement. Donc, on voit dans ce cas qu'il y a l'introduction d'une approche contextualisée qui est utilisée là par le défenseur des droits et qui permet aux plaignantes d'établir des indices d'une discrimination multiple ou intersectionnelle. Ensuite, il incombera, une fois que ce début de preuve sera établi, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement. Mais donc, face à cette percée de l'approche intersectionnelle devant le prétoire, le juge va être confronté à un problème méthodologique. Actuellement, les juges français vont potentiellement pouvoir reconnaître une discrimination additive, le harcèlement plus la discrimination, là en l'occurrence la discrimination en fonction de l'origine, mais ils font preuve d'une certaine réticence à parler explicitement d'intersectionnalité. Pour conclure, on peut dire qu'encore aujourd'hui, l'intersectionnalité est avant tout, avant d'être opératoire dans le raisonnement du juge, c'est avant tout une posture critique. Elle confronte le réductionnisme et l'essentialisme des approches antérieures de la lutte contre les discriminations à la réalité du vécu discriminatoire. L'approche intersectionnelle n'est donc pas une fin en soi, mais un outil de prise de conscience de la nécessaire contextualisation de l'évaluation des discriminations. Je vous remercie.